Voyons maintenant dans une quatrième section les styles de commandement, qu'on a dit que c'est une variable qui est très importante, qui détermine un peu le succès ou bien l'échec d'un mode de direction. Pour assurer l'émission de la fonction de direction, chaque direction a son mode d'exercice de pouvoir. On parle de style de direction ou de style de management. On le comprend, il y a différentes manières pour diriger, ça veut dire différentes manières pour motiver, différentes manières pour animer, exercer l'autorité. Plusieurs travaux sociologiques d'ailleurs ont contribué à fonder les bases d'un nouveau mode de direction des organisations, parce que c'est un travail qui relève un peu de la sociologie du travail, et on va voir par la suite qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont donné leur contribution dans ce volet-là. Nous présentons dans ce qui suit les principales contributions. Commençons tout d'abord par les travaux qui se basent sur la critique des modes de direction classiques. Les gens qui se sont intervenus un peu tôt dans cette étape, après Ford, Taylor et Fayol. Donc, leurs travaux ont été axés essentiellement tout d'abord sur la critique de ce mode classique. Le mode classique, donc, c'est le mode qui se base essentiellement sur le contrôle, sur l'autorité, sur le commandement, sur la spécialisation, etc. Nous allons voir les travaux qui critiquent l'intérêt personnel comme étant la seule origine de la productivité. On va voir ça notamment avec l'effet Hawthorne. On va voir par la suite la critique de la récompense salariale comme étant la seule motivation possible, comme chez Fayol et Ford. Cette critique-là, on va la voir avec la théorie X et la théorie Y de McGregor. Et par la suite, on va voir l'importance de la personnalité dans le style de direction, avec la mesure des attitudes et la grille d'évaluation des styles de management. Voyons tout d'abord comment ce courant-là, ces sociologues-là, ont critiqué la notion de productivité. C'était fait par une expérience d'Elton Mayo. On appelle ça l'expérience Hawthorne ou bien l'effet Hawthorne. Quel était le point de départ d'Elton Mayo? Son point de départ, c'était l'hypothèse taylorienne de l'intérêt individuel. Cette hypothèse, enfin une hypothèse, c'est une conviction, c'était une conviction chez Taylor, qui dit que l'ouvrier agit selon son propre intérêt et il est motivé uniquement par le salaire. L'ouvrier agit en partant de son propre intérêt et elle est motivée uniquement par le salaire. Donc là, c'est un principe de base chez le Taylorisme auquel Elton Mayo et son équipe de sociologues vont essayer d'infirmer. Donc ils ont cherché par des expériences à déterminer quels sont les facteurs qui déterminent la productivité. L'une de ces principales expériences est celle qui a été menée dans l'usine Hawthorne, qui dépendait de la firme Western Electric Company. L'expérience s'est intervenue de 1927 à 1932. Dans cette expérience, Mayo et son équipe de psychologues ont montré qu'il existe d'autres facteurs qui déterminent la productivité, autres que celles basées sur l'intérêt individuel et la motivation par le salaire. Quelle était leur démarche? Bon, l'expérience a concerné un groupe d'employés, des femmes, qui assemblaient des circuits électriques destinés à des appareils de radio. Western Electric, c'est une entreprise qui est très diversifiée, elle fait tout, donc dans tout ce qui est électrique, électronique, etc. L'idée de départ de Mayo était de faire changer les conditions de travail et remarquer leurs effets sur la productivité. Les changements de conditions de travail ont concerné l'éclairage essentiellement, donc l'amélioration de l'éclairage.
Mais quand même, c'est une expérience qui est très importante et qui a donné des résultats quelque part imprévus et très importants. Parmi les résultats, l'amélioration des conditions matérielles de travail faisait croître la productivité. Mais elle a aussi, et paradoxalement, remarqué que la suppression de ces améliorations par un allongement des horaires de travail, par l'interdiction de parler pendant le travail, etc., ne faisait pas baisser la productivité. Donc le changement vers l'amélioration des conditions de travail de ces femmes a amélioré la productivité, c'est un point. Deuxième élément, un changement vers la détérioration de ces conditions de travail n'a pas baissé la productivité. Parmi les résultats, on va revenir sur l'importance de ce premier résultat. Donc, parmi d'autres expériences de Mayo dans cette usine, et cette fois-ci sans changement des conditions de travail, ont montré que l'amélioration de la condition, l'amélioration de la productivité était plus ou moins importante dans un groupe d'ouvrières qui se connaissaient. Donc, sans changement de conditions ni vers l'amélioration ni vers la détérioration, seulement le fait que ces ouvrières se connaissaient, on a regroupé des ouvrières qui avaient des liens d'amitié entre elles, on a remarqué que la productivité s'est améliorée. Ce résultat, cette conclusion des études d'Elton Mayo, elle est double. Tout d'abord, le fait de participer à une expérience, d'être l'objet d'une attention particulière, peut être un facteur qui a une conséquence importante en termes de motivation. Le fait de se sentir solidaire d'un groupe, au règne l'émulation interne, a un effet aussi bénéfique sur la productivité des employés, bien supérieur aux seuls effets des conditions matérielles de travail. Aussi, le désir d'être bien avec ses collègues de travail l'emporte facilement sur le simple intérêt individuel et la logique des raisonnements sur lesquels tant de faux principes de direction se sont fondés. Donc, les conditions de travail, il faut les voir un peu, non seulement comme étant l'amélioration des salaires, mais aussi des conditions qui intègrent un peu le volet social de l'homme au travail et ses relations au sein de son travail et l'intérêt, la motivation qui lui a été portée. C'est ça un peu les conclusions de l'effet Hawthorne. Et qui affirme un peu ce que la théorie classique nous dit comme étant un principe. Deuxième expérience qu'on va voir maintenant, qui entre aussi dans ce volet critique de la théorie classique, c'est l'expérience de Douglas MacGregor. On parle de la théorie X et de la théorie Y. Parlons un peu de l'homme. Douglas MacGregor, né en 1916, mort en 1964, c'était un professeur de psychologie industrielle. Et s'est intéressé, quant à lui, au style de direction et à l'exercice de l'autorité au sein des organisations. Donc, il s'intéresse, lui, à l'exercice de l'autorité au style de direction. Pour MacGregor, l'autorité ne devrait pas être considérée comme le seul moyen de la direction des hommes. Son efficacité dépend des sanctions possibles, condamnation, renvoi, blâme, etc., mais aussi des contre-mesures possibles, les sabotages, la révolte, la grève, les sittings, etc. Il critique le mode de management classique de Taylor et de Fayol, qui se base sur la conviction concernant le comportement humain et qui ne sont que partiellement vrais. Là, Taylor, qu'est-ce qu'il nous dit? L'autorité, elle est très importante. Il faut l'exercer par la voie de la contrainte, par la voie des condamnations, par la voie des renvois, etc.
Et là, pour MacGregor, c'est faux, cette autorité peut s'exercer par d'autres moyens. Pour lui, l'individu moyen n'éprouve aucune aversion innée pour le travail. Par contre, pour la théorie classique, le postulat de base, le point de départ pour légitimer un peu l'importance de l'autorité, c'est que l'individu moyen éprouve une aversion innée pour le travail, qu'il fera tout pour éviter ce travail. Le travail, pour lui, est vécu comme étant une contrainte, c'est une forme de punition. Cette considération, bien entendu, a des origines culturelles profondes. Par exemple, notre culture à nous-mêmes est riche d'exemples sur cette présomption à laquelle notre système éducatif, malheureusement, il contribue. Donc, le travail est considéré comme une besogne, comme une contrainte. Seule, pour cette théorie classique ou bien cette culture-là, seule une direction basée sur l'autorité et la sanction est capable d'amener les gens à travailler et réaliser les objectifs de la direction. Donc là, c'est le premier postulat auquel MacGregor apporte des corrections. Deuxième chose sur laquelle se base la théorie classique, les individus ne travaillent que sous la contrainte extérieure et le contrôle. Les récompenses ne sont pas suffisantes pour les motiver. Il est donc nécessaire de mettre en place un système de contrôle, de sanctions et de menaces si l'on veut qu'ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels. Donc la théorie classique, en plus de l'autorité, elle croit à la récompense comme étant le seul moyen de motivation. Si ce moyen de motivation ne fonctionne plus, donc il faut recourir à la sanction et à la contrainte. Troisième chose, c'est que l'individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, il n'est pas ambitieux, et donc il a peu d'ambition, et cherche avant tout la sécurité. Il cherche à subvenir à ses besoins physiologiques, c'est sûr, donc il doit être sécurisé au niveau de son alimentation, de son logement, etc. Il cherche à subvenir à ses besoins physiologiques en premier lieu, donc c'est très important, et à ses besoins de protection et de sécurité en second lieu. Cette hypothèse justifie un peu le comportement paternaliste de la direction chez les classiques, comme on a vu chez Ford. Donc les ouvriers sont gérés d'une manière paternaliste, c'est le patron qui sait leur intérêt, eux ils doivent exécuter tout simplement. Et ils trouvent leur intérêt parce qu'ils ont un peu des besoins de base qui ne sont pas encore satisfaits. On va voir ça avec un peu l'échelle des besoins de Maslow. Douglas appuie son argumentation sur la hiérarchie des besoins développée par le psychologue Maslow, pour nous dire par la suite que voilà les arguments de la théorie classique, on peut les infirmer parce que justement, il recourt à la contrainte parce qu'il ne permet pas les gens d'évoluer un peu sur l'échelle des besoins de Maslow. Cette échelle, à sa base, il y a les besoins physiologiques tels que la faim, la soif. En deuxième lieu, le deuxième niveau de cette pyramide, il y a les besoins de sécurité et de protection tels que le désir d'un toit, d'un logement, d'une bonne assurance, d'une retraite, etc. Ces deux aspects assurent la survivance physique de la personne, donc sont très importants. Un troisième niveau, il y a les besoins d'appartenance, donc les gens ont un besoin d'appartenance sociale. Il faut faire partie d'un groupe, il faut fonder une famille, etc. C'est un besoin d'appartenance qui est très important, mais qui vient en troisième degré. Par la suite, il y a les besoins d'estime de soi, donc, qui permettent d'avoir une bonne vision de lui-même. Donc, ce sont là des besoins physiologiques. L'homme a besoin de se sentir bien. Et en dernier lieu, il y a, apparaissent au sommet de la hiérarchie les besoins
d'auto-accomplissement qui renvoie au désir de se réaliser soi-même à travers une œuvre, un engagement, une fondation, etc. Là, c'est toute l'hiérarchie des besoins de Maslow. Donc, pour MacGregor, tant que la théorie classique ne dépasse pas la réponse aux besoins de sécurité, aux besoins physiologiques, ils ne permettent pas aux gens qui ont des besoins physiologiques déjà satisfaits d'évoluer un peu dans cette échelle. Donc, ils recourent à la sanction et ils recourent à la contrainte pour amener les gens à réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, rien ne sert de vouloir motiver ses employés au niveau de l'estime et de l'accomplissement si des menaces de licenciement portent atteinte à la sécurité et si les salaires ne sont pas suffisants pour satisfaire pleinement les besoins physiologiques. Donc, c'est toute une échelle. Il faut tout d'abord répondre aux besoins de base pour passer à un besoin supérieur. Si l'organisation ne permet pas aux gens de trouver le moyen de réaliser des besoins supérieurs, donc forcément, ils recourent. Déjà, ces hommes-là vont se sentir insatisfaits au sein de leur travail et ce qui va se répercuter sur la façon de travailler, et l'organisation n'aura aucun autre moyen pour amener ces gens à travailler que par la sanction. Tout ça, MacGregor l'appelle la théorie X. Donc, tout ce mode de direction focalisé sur la satisfaction des besoins physiologiques et qui ne donne pas de chance pour motiver les gens pour réaliser d'autres besoins plus élevés, ça c'est la théorie X. Pour lui, cette théorie n'est valable que lorsque les besoins d'ordre inférieur ne sont pas satisfaits. Donc, tant que les besoins d'ordre inférieur physiologique ne sont pas satisfaits, la motivation et la contrainte, la récompense et la contrainte sont suffisantes pour amener les gens à travailler. Mais une fois ces besoins physiologiques sont satisfaits, cette théorie X n'est plus opérante. Il propose à côté de cette théorie-là, la théorie Y, comme une autre alternative qui se base sur les considérations suivantes. Bon, on va voir que ce sont des considérations qui se présentent tout à fait à l'opposé de celles de la théorie X. Pour lui, l'individu moyen n'éprouve pas d'aversion innée pour le travail. Ce dernier peut être perçu, dans certains cas, comme une source de satisfaction. Donc le travail, parfois, est considéré comme une source de satisfaction en tant que tel. Le contexte externe et la menace de punition ne sont pas les seuls moyens pour obtenir un travail utile. L'homme peut se diriger lui-même s'il accepte les objectifs de son travail. En troisième lieu, le système de récompense associé à l'atteinte d'un objectif permet de responsabiliser l'individu. Donc, la plus importante de ces récompenses est celle de la satisfaction de l'ego, de la personnalité et du besoin de réalisation de soi, qui peut s'obtenir directement au travers de l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, cette théorie Y est basée sur le fait que l'individu moyen peut apprendre dans des conditions appropriées, non seulement à accepter, mais également à rechercher des responsabilités. Et aussi, pour cette théorie Y, beaucoup d'hommes sont capables de faire preuve de créativité dans une organisation. Et aussi, toutes les potentialités intellectuelles de l'individu ne sont pas totalement exploitées et utilisées dans toutes les organisations. Donc, finalement, la théorie Y, qu'est-ce qu'il vise? Il vise tout simplement la création de conditions telles que les membres de l'organisation puissent atteindre leur propre but avec le plus de succès en dirigeant leurs efforts vers la réussite de l'entreprise. Pour Douglas,
Le but de son travail n'était pas d'obliger la direction à se ranger des côtés de la théorie X ou de la théorie Y, mais tout simplement de l'aider à prendre conscience que la théorie est importante et de la connaître pour examiner un peu quels sont ses présupposés, il faut connaître déjà quelles sont les bases sur lesquelles on agit de telle ou telle manière dans le domaine du management des hommes. Bien entendu, cette théorie a été critiquée, mais son importance l'emporte un peu sur les critiques. On peut parler aussi d'autres modèles qui critiquent un peu dans le domaine de la psychologie et qui critiquent un peu le style de management traditionnel et qui accordent un peu l'importance à d'autres formes de management. On peut parler de Likert par exemple, qui à partir de ses résultats et de ses recherches, il a dégagé 4 styles de management. Il y a le style autoritaire, exploiteur, c'est le management par la peur et la contrainte. La communication part des sommets, les décisions sont prises et imposées par le haut, sans concertation, donc c'est un style très directif, peu d'innovation, ce qu'il appelle le style autoritaire exploiteur. Il y a aussi le style autoritaire paternaliste bienveillant, donc même s'il y a autorité, il y a des sanctions positives, donc les informations remontent de la base, les attitudes de soumission pour les subordonnés, donc il y a peu de travail en équipe, les décisions sont prises par le patron, même si l'information remonte de la base. Mais le patron, il est un modèle, chacun il est bienveillant, donc il est paternaliste, chacun cherche à se faire apprécier par la hiérarchie au lieu de développer un esprit d'équipe, donc il y a toujours l'autorité du dirigeant, mais une autorité avec des sanctions positives. Il y a aussi le style consultatif, donc dans ce style-là, il y a une bonne communication verticale et horizontale entre les différents services. Le travail d'équipe, il est favorisé, donc on recherche l'implication des subordonnés. Les décisions importantes sont prises par la direction générale, mais il reste quand même un style ouvert sur la communication et sur le travail en équipe. Mais enfin, il y a le style participatif, et c'est le style qui est préconisé par Likert. Là, il y a un travail en équipe qui est très favorisé. Il y a un véritable rôle décisionnaire des équipes. Il y a la direction qui fixe les objectifs à divers niveaux, donc les objectifs stratégiques fixés au plus haut niveau et les objectifs opérationnels au niveau opérationnel. Il y a un esprit d'équipe très développé et l'information qui circule librement. Donc là, c'est, si vous voulez, le style participatif qui paraît actuellement qui est le plus ouvert à la concertation et la communication dans l'organisation. On peut parler par la suite d'autres expériences, d'autres études qui montrent un peu quelle est l'importance des styles de direction dans la fonction de direction. On peut parler de la grille managérielle de Blake-Mouton. Donc c'est une grille où il y a 2 variables. Donc une variable sur l'intérêt que porte la direction à la production et une variable sur l'intérêt que portent les dirigeants pour le personnel. Donc le croisement de ces 2 variables donne tout un ensemble de situations. L'intérêt porté à la production a été mesuré par la qualité des décisions prises, rationalité de la répartition du travail et nombre de produits nouveaux lancés par l'entreprise. Et là, c'est évalué sur une échelle allant de 1 à 9. L'intérêt des dirigeants pour le personnel, donc on a essayé de voir ce qui se passe au niveau de la politique salariale. Cet intérêt était mesuré par le degré de motivation que le cadre a sous sa responsabilité, les relations de confiance entre le cadre et ses subordonnés, la politique salariale et le climat social, évalué sur une échelle de 1 à 9,
le modèle oppose donc trop schématiquement le style centré sur les relations et le style centré sur la production. Donc ces deux intérêts ne sont pas nécessairement exclusifs l'un de l'autre, mais se prêtent à différentes variables. Ce qu'on va voir, les 5 positions sur la grille qui représentent 5 variantes des modes de direction de comportement managériel. Donc, il y a tout d'abord les 5 positions. On va voir ça sur le tableau. Il y a le management appauvri, donc c'est la position 1-1, en bas à gauche. Donc, c'est le cas d'un responsable qui fait un effort minimum pour maintenir la cohésion du groupe, qui ne s'identifie pas à l'entreprise et fait le minimum pour conserver son poste. Donc là, on voit que l'organisation, elle va au ralenti, si ce n'est en train de survivre. On voit le management qu'il a appelé country club. Là, c'est en haut à gauche, c'est la position 9-1. C'est le cas d'un responsable qui s'attache principalement aux problèmes du personnel, mais sans se soucier des impératifs de production. On va voir maintenant la position 9.1 en bas à droite, c'est le management taylorien. Là, c'est l'autorité et l'obéissance. Cas d'un responsable qui se préoccupe surtout des problèmes de production et avec un petit souci pour les besoins et les attentes du personnel. On va voir enfin, avant la fin, le management participatif, c'est la position 9 en haut à droite, cas d'un responsable qui cherche à concilier les impératifs économiques et sociaux. Il fait appel à la participation et à la créativité du groupe, le travail en équipe, relations de confiance et de respect, etc. Au centre de cette grille, là, il y a le management institutionnel, c'est la position 5.5. C'est le cas d'un responsable qui obtient des résultats corrects en établissant un équilibre entre les nécessités opérationnelles de la production et la satisfaction des aspirations des employés. Donc, ce qu'on a vu là, ce sont toutes les recherches, toutes les tendances qui se sont basées sur la critique des modes de management classiques et qui ont apporté des propositions vers, que ce soit au niveau de l'amélioration de la productivité, que ce soit au niveau de l'amélioration des styles de management. Conclusion de ce chapitre 2, on va dire que Henri Fayol est le premier à avoir formalisé ce qui était la direction, l'administration, à partir de son expérience professionnelle, personnelle. Et là, il nous a donné 14 principes d'administration. Ces principes sont de nature très différente, on a vu ça, et dont les plus importants sont l'autorité et la responsabilité, la discipline et l'unité de commandement. Un individu, par exemple, ne doit pas recevoir des ordres que d'un seul chef, etc. Ces principes qui sont tirés de son expérience professionnelle et bien sûr des contextes de guerre de la France ne sont pas tout à fait en contradiction avec les principes du taylorisme. Les points de divergence se situent au niveau notamment de la spécialisation du travail. Taylor n'est pas, chez Fayol, cette spécialisation n'est pas très poussée. Aussi, cette divergence peut être expliquée par la contrainte de sécurité dans les mines qui nécessite une certaine polyvalence des ouvriers, etc. Toutefois, ces deux conceptions se basent sur le principe du contrôle et de l'autorité. Chez les deux, il y a ce principe, il est très, très présent. On peut dire enfin les principaux travaux qui critiquent et qui dépassent cette vision classique. Ces travaux découlent des recherches empiriques et leurs résultats mettent en doute les préceptes des modes de direction basés sur l'autorité et le contrôle. Nous avons parlé de Maillot, de ses conclusions qui affirment que l'amélioration de la productivité peut être fonction des conditions du travail, mais aussi fonction des considérations sociales. Nous avons parlé aussi de MacGregor et ses deux théories XY. Pour lui,
la direction de l'entreprise doit mettre en place les conditions de travail qui poussent les gens à réaliser leurs objectifs tout en contribuant à la réalisation des objectifs organisationnels. Nous avons présenté aussi des travaux qui ont cherché à classer les styles de direction, soit selon une échelle d'évaluation des attitudes Likert par exemple, soit selon une grille d'évaluation comme ce qu'on a présenté concernant Blick-Mouton. Comme conclusion à la première partie, on peut dire que les deux chapitres de cette première partie, organisation et administration, ne sont en réalité que les deux faces d'une même pièce. Leur présentation séquentielle, c'est-à-dire l'un après l'autre, ne se justifie que par des considérations pédagogiques. Aussi, le fil conducteur de cette partie était l'effet des contextes sur l'organisation d'entreprise. On a vu ça avec Taylor, mais aussi avec Ford. En revanche, le vécu réel d'une organisation, on montre que toutes les formes d'organisation et les styles de management peuvent coexister en réalité, même si sur le plan théorique, ils se présentent comme ayant suivi une certaine évolution linéaire. Donc c'est faux. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont là des outils qui sont mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, pour pouvoir analyser et qualifier des situations réelles qui sont par essence très complexes.